Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, la première des spoils Hunter x Hunter, puisqu'on va parler des premiers éléments du raw complet qu'on a eu du chapitre 391 de Hunter x Hunter. J'ai commencé cette chaîne avec des reviews sur Hunter x Hunter il y a 4 ans, j'avais des vœux à l'époque et je suis très content aujourd'hui de pouvoir partager ça avec vous. J'ai une communauté un peu plus grande. Tu vas pas commencer avec tes notifications quand je fais une review, fils de pute. Et je suis très content de pouvoir, comme ça, boucler la boucle et directement, grâce à Togashi qui nous a ressorti une fournée de chapitres, de pouvoir un petit peu analyser ce manga qui est très cher à mon cœur avec vous. Je suis très content de pouvoir en parler. Et puis bon, j'ai relu l'intégralité d'Hunter x Hunter ce week-end pour pouvoir vous faire une review de qualité. J'ai relu l'intégralité des tomes. En tout cas du tome 33 au tome 36 et je commence à relire le tome 37 tout doucement en chapitre pour pouvoir un petit peu me remettre dans le bain de tous les événements, de toutes les actions, de tous les groupes du Blackwell pour vous faire un petit peu les reviews les plus complètes possibles au niveau de cette intrigue que j'aime, cette intrigue que je défends. Beaucoup veulent le Dark Continent, beaucoup veulent le retour de Gon, le retour de Killua. Moi non, j'aime le Blackwell, j'aime les intrigues du Blackwell, j'aime les princes de Caquin. Je ne pense pas qu'on ira sur le Dark Continent. Je l'ai expliqué dans un nombre incalculable de vidéos. Et voilà, aujourd'hui je suis dans mon élément, je suis dans mon bain, je suis dans ma bisque de homard, je suis dans mon vomi. Là je suis bien ici, je suis bien pour parler de ça et je vais le partager directement avec vous. Si tu veux me suivre sur ces analyses complètes et massives d'Hunter x Hunter, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir frérot. Si tu veux pas, trace ta route, il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui seront capables de te raconter ce que tu veux entendre. Et ce que tu veux entendre, c'est pas ce que je vais dire. Avant de parler du chapitre, on va parler de la page couleur, qui est très spéciale, qui nous présente Gon, qui nous présente le héros de Yu Yu Hakusho, et qui nous présente un monstre derrière. Et il y a déjà pas mal d'interprétations à faire juste sur cette image, parce que potentiellement elle peut nous spoiler. Potentiellement, elle peut faire dire beaucoup de choses, surtout à des gens mal intentionnés qui vont te dire « Ah bah, si on y a Yusuke, c'est que potentiellement, il peut y avoir un lien entre les mondes de Hunter x Hunter et les mondes de Yu Yu Hakusho. Je pense que le Dark Continent, c'est le monde des ténèbres, voilà. » Pourquoi pas? C'est possible. Je ne suis pas contre ce genre d'idée. Et on a déjà eu un super crossover, je crois que c'est entre Soul Eater et un autre manga. Au final, la fin du manga de l'un et le début de l'autre. Et j'ai trouvé que c'était une super belle prouesse de la part de l'auteur. Et on pourrait avoir une inspiration comme ça de Togashi qui se dit pourquoi pas faire la même chose sur mon œuvre. Et si ça se fait, si c'est bien amené, finalement, pourquoi pas. Surtout que lui, c'est une œuvre qu'il n'avait pas finie, Yu Yu Hakusho. Donc voilà, peut-être ce qu'il veut finir, boucler la boucle lui aussi. Vas-y mon gars, quoi que de toute façon, quoi que tu proposes, Yoshiro Togashi, je te suivrai ad vinam aeternam. Mais l'élément pour moi quand même le plus cinglant de cette belle page couleur, c'est pas Gon, qui je pense ne reviendra pas. Qu'en disent toutes les personnes qui ont promis pour la suite d'Hunter x Hunter le retour de Gon, les 5 calamités, le Dark Continent, je ne pense pas qu'il reviendra dans ces 10 chapitres. Et en plus, vu ce premier chapitre, ça nous donne un petit peu le tempo de ce qu'on risque d'avoir, en tout cas en termes de temporalité. Et vu les éléments que décrivent ce premier chapitre, je pense qu'on en a encore pour 5-6 tomes minimum sur le Blackwell. Voilà, j'ai lâché le bébé comme ça. 5-6 tomes minimum, mon frérot. Mais c'est pas non plus ça qui m'a interpellé. Je vous le dis en mille. Ce qui m'a réellement interpellé sur ce tome-là, c'est le monstre que l'on voit derrière. Monstre que l'on ne connaît pas. Moi, je vous le dis, je suis Hunter x Hunter, je ne connais pas. Et bizarrement, sur la tête, il a une jarre. Alors tout de suite, la première analyse que je me suis faite, c'est que, rappelez-vous, Wakoro récupère les cadavres de ses fils, les 14 princes de Kakin qui sont en train de combattre pour avoir le trône du pays de Kakin, dans un duel à mort. Un duel, enfin il y a certaines règles, mais ils doivent se tuer avant la fin de la traversée. Et quand il récupère les cadavres, Wakoro, il les met dans une jolie machine qui a un tronc central et je crois 13 ou 14 cercueils. Il met Momosé dedans et le garde dit « Tu n'es pas triste pour ta fille Momosé ?» Et Wakoro répond « Non, elle fait partie de l'arbre de Caquin. » La jarre qui a servi au rite de la guerre de succession depuis des générations pour Kakin, à l'époque où ils étaient un tout petit pays, ils ont agrandi comme ça leur territoire et ils ont évité les batailles fracticides et donc les séparations de territoires en ayant une guerre de succession qui faisait que les princes étaient obligés
de s'entretuer et qui fait que voilà, c'est toujours un prince, puis son fils, puis son fils, puis son fils qui gouverne le pays de Kakin et il n'y a pas de division. Voilà, je fais 2 frères, ils sont obligés de se tuer pour savoir qui va récupérer le trône, on va pas couper le royaume en 2. Elle a donné 14 bêtes de naine et comme je dis souvent dans mes vidéos, il va falloir une contrepartie mon frérot, parce que dans Hunter x Hunter, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Je pense qu'il était fan de Lavoisier, c'est celui qui a sorti cette phrase. Et le naine, il y a toujours une condition. Tu me donnes, je te donne. Si tu veux un grand pouvoir, il faut une grande condition. Un grand pouvoir signifie de grandes responsabilités, a dit un jour un homme très sage avant de mourir. De ce fait, Wakoro rend les cadavres directement à Sadjar, c'est un rite, c'est un rituel, il sacrifie ses propres enfants, enfin ils doivent se tuer entre eux. Et dans la dernière fournée de Scan, le chapitre 37, il y a 2 morts, il y a Salé Salé qui se fait étrangler par Predator, le naine d'un des gardes de Benjamin, un des naines les plus magnifiques, mais il a fait jaser parce qu'en fait quand l'auteur a voulu parler de Predator, il l'a fait sur une page avec uniquement du texte, et tout le monde s'est dit ouais c'est n'importe quoi, l'auteur d'Hunter x Hunter, il écrit que des trucs, les suceurs de bites tu connais. Et le deuxième qui n'est autre que Facho, sœur de Fugetsu, qui ont essayé de se faire la malle quand Senretsu a fait une jolie truc à la flûte là. Il a endormi tout le monde, ils ont essayé de prendre un vaisseau pour sortir du Black Whale, et là en sortant, une main de naine invisible a récupéré les frères et les a rentrés dans le bateau. Tout ça pour dire que tu ne peux pas échapper, en tout cas quand tu es un prince, à la guerre de succession et sortir du Black Whale. It's not possible, même avec le naine, parce qu'ils utilisent aussi les 2 sœurs, elles avaient une capacité de naine due à leur bête de naine qui était 2, parce que quand elles étaient gosses, elles jouaient dans un espèce de souterrain, et aujourd'hui ils sont capables de faire un pont matérialisé en naine entre les 2. On a également, pour juste faire un petit rappel sur les règles de naine et de cette guerre de succession, Alkenberg essaie de se tirer une balle et la bête de naine stoppe la balle. C'est une scène qui a été reprise, je crois, de Jojo Bizarre Adventure. Donc il essaie de se suicider, il dit à son daron j'en ai marre de cette guerre de succession, je veux tout finir. Il va pour se tirer la balle et là, la bête de naine elle vient comme ça et elle tient la balle. Donc en fait, ils n'ont pas le choix. Et quand on parle de choix, ne parlons pas de déterminisme ou de libre arbitre. Et un des enjeux de cette guerre de succession, c'est pouvons-nous aller contre le déterminisme de Wakaro, de roi de Kakin, qui souhaite le meurtre de ses 14 enfants. Un a essayé de se sauver, on peut pas. Un a essayé de se suicider, on peut pas. L'autre s'est fait étrangler. Il y en a 2 qui se sont fait étrangler au final. Parce que Salé Salé et Momosé se sont fait étrangler. Mais avec ces cadavres que Wakoro a mis directement dans ce que je vous ai dit, ces 14 ces espèces de cercueils qui se joignent vers une machine, est-ce que ça donnerait pas une nouvelle forme à cette jarre? Et est-ce que le monstre qu'on voit pas sur la première page ne serait pas la jarre avec l'esprit, le retour, le naine des 3 premiers princes de Kakin qui sont morts? Telle est la question. Et autant d'informations juste dans une page couleur, mon frérot. Pour te dire que ça va être long, cette histoire. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, je suis très content de le voir. Je savais déjà, et je le dis depuis assez longtemps, que Wakoro il a fait cette traversée parce que, et il le dit noir sur blanc dans le tome d'Hunter x Hunter, j'ai fait cette guerre de succession dans le Black Whale où il y a 200 habitants qui potentiellement peuvent être un sacrifice pour le rite de la jarre et pour l'arbre de Kakin. Donc, il veut tuer tout le monde, ce malade. On sait. On sait. Et là, on a une bête de naine qui ressemble à ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas. Mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Et ça sera autour de ça la finalité de la guerre de succession. Maintenant, le chapitre commence. Et il faut savoir que dans ce chapitre, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on est sur un arc en poupée russe avec une intrigue principale qui était le roi de Kakin qui dit « je veux aller au Dark Continent ». Il s'allie avec Beyond Netero qui veut mettre un Tose au Junishin. Dans ses cartes en main, ce cher Beyond Netero, il a Pariston et Jin qui l'ont rejoint. Donc c'est d'un côté Beyond, Jin et Pariston et de l'autre le Junishin avec Jin et Pariston qui veulent un petit peu se la foutre. Là où Jin a toujours refusé l'affrontement contre Pariston, cette fois il a dit non, je vais venir dans ton propre camp et je vais prendre ta place de numéro 2. Ça, c'est la première poupée. Quand tu l'enlèves
À l'intérieur, il y a une autre intrigue, parce que le Junishin a demandé l'aide de Kurapika, mais Kurapika a accepté de venir si et seulement si on lui donnait quelques informations concernant le détenteur des membres du clan Kuruta. Et qu'est-ce qu'il y a dans les détenteurs? C'est qui? Le quatrième prince, Tserenich, quatrième prince du roi de Kakin, qui est dans une guerre de succession avec ses 13 frères et sœurs. C'est la deuxième poupée russe. Donc Kurapika infiltre un petit peu à l'étage numéro 1 ces 14 frères et sœurs qui doivent se tuer. Il y a certaines règles, ici c'est pas sauvage. Dans cet arc d'Hunter x Hunter, les règles sont valables. La force n'est pas au-dessus de la loi. Même si tu es le plus fort des 14 princes de Kakin, même si tu maîtrises le nen et que tes frères et sœurs ne maîtrisent pas le nen, tu n'as pas le droit de tuer tes frères et sœurs. Ça doit être fait de manière subtile. Ce sont des assassinats. Tu n'as pas le droit de signer ton œuvre. Tu n'as pas le droit de dire que c'est toi. Sinon, tu te fais arrêter. Et ça, c'est très important parce que ça va amener au travail collaboratif qui est le nerf de la guerre de cette guerre de succession. Mais n'allons pas trop vite. Je vais vous parler du travail collaboratif après. Là, pour l'instant, on est sur les 14 princes et sœurs. C'est frères et sœurs de Kakin. Ça, c'est la deuxième. Papyrus. Mais, pendant que les frères et sœurs se tirent dessus, tu as une autre poupée russe. C'est la brigade fantôme. Parce que la brigade fantôme est aussi venue. Pourquoi? Parce que voilà, Kuroro se tape contre Hisoka, la bagarre. Hisoka perd. Il a le seum. Il revient à la vie grâce au naine qui ressuscite après la mort. Et il dit, bah la brigade, maintenant je vais venir. Mais sans vous prévenir. Je vais venir en secret et je vais tous vous mettre. Pour ça, il appelle Hirumi. Il dit, ouais Hirumi, salut, ça va? Ouais, ça va frérot. Écoute, je suis en train de me péter contre la brigade. Est-ce que ça te dirait pas, pour corser l'affaire, que tu rejoignes la brigade fantôme et toi et moi, voilà, on se fait un pacte de mariage. Et voilà, si je me fais tuer, t'auras des gros trésors. Donc ils y sont. Mais c'est pas fini. Et en plus la brigade veut récupérer un objet précieux de Kakin. Il y a de grandes chances que c'est le... peut-être la jarre. Peut-être. Mais quand on leur demande, bah voilà, vous êtes là pour Hisoka ou pour récupérer le trésor de Kakin, ils disent en priorité Hisoka. Et après on s'occupera du trésor de Kakin. Donc certainement que la brigade va monter dans la poupée russe en dessous. Mais t'enlèves encore un étage de cette poupée russe. Ça devient compliqué là. Et t'as la mafia. Il y a trois... en fait, Wakoro pour la guerre de succession des 14 princes, c'est juste les fils et filles officiels. Tu peux être non officiel, c'est des maîtresses. Parce qu'il y a 8 reines. Il y a 8 reines officielles. Il a 8 femmes. Pas une de plus. Mais des fois, tu connais. Il est sorti, il a teasé, il a forniqué avec d'autres meufs du peuple. 3 enfants illégitimes qui sont à la tête de la mafia parce qu'ils ont un moyen de pression contre 3 des princes. Il y a la mafia Shu et Sha qui sont sur les ordres de Tserenich numéro 4, Luzurus numéro 7 et Shorai numéro 3. Ok? Jusqu'à là, tu me suis? Et il se trouve que dans cette mafia, il y a encore la loi. Parce que je vous dis que la loi, c'est très important. Les règles, c'est très important, frérot. Et les mafias, quand elles s'embrouillent entre elles, il y a des lois qui régissent les embrouilles. C'est-à-dire que moi, je suis un soldat de la mafia. Je m'embrouille contre un autre soldat de la mafia. Je dois référer à mon chef. Mon chef parle à son chef. Et les deux doivent trancher de qui a raison, qui a tort. Seulement Morena, qui est une des 3 boss de la mafia, ne respecte pas ces règles. C'est-à-dire que quand ces types ils foutent la merde, elle ne se présente pas. Les autres sont partis voir les princes, leur a dit bah attends, la règle n'est pas respectée. Donc Tserenich il s'en mêle, il dit attends, bah retrouvez-moi Morena. Et on en est là. Les mafias, qui sont aussi en bisbise quelque part avec la brigade fantôme parce qu'ils se sont croisés. Et voilà, quand tu dis mafia, brigade fantôme, les éléments de Warching City ont fait le tour du monde et ont chamboulé l'équilibre des forces de la mafia. Donc les mafieux, ils leur viennent, ils leur disent frérot, la brigade, faut pas faire ce gars, tu vois. Mais si on peut vous aider, on vous aide, patati patata, mais voilà, c'est un jeu de dupes, personne ne se fait confiance. Et donc, bon gré mal gré, cette mafia tente de retrouver Hisoka parce que voilà, pour avoir un avantage sur la brigade fantôme, il faut qu'on ait avant eux leur cible. On est dans Hunter x Hunter, c'est des chasseurs à des chassés. Nonobstant, avant d'aller aider la mafia qui est déjà un problème, on doit régler notre problème en interne parce que Morena ne respecte pas ces putains de règles. Pour vous rappeler, Morena, dangereuse, la meuf, elle peut smacker des gens. Si elle smack des gens, ils sont au niveau 1. S'ils ont déjà une capacité de naine, ils sont au niveau 10. S'ils montent au niveau 20, ils peuvent avoir une nouvelle capacité de naine. Waouh, c'est dangereux. S'ils montent au niveau 100, ils peuvent eux-mêmes smacker des gens pour pouvoir un petit peu faire leur propre colonie. Et Morena, elle se met à smacker tout le monde et qu'elle donne ses pouvoirs à tout le monde. Donc les gens, ils se tuent entre eux sur le Blackwell. Donc en fait, ça c'est... Misa Storm disait... déjà, t'enfermes des gens, c'est une galère. T'enfermes des gens avec moins de ressources, ils vont se révolter. T'enfermes des gens avec moins de ressources, avec Morena qui donne du naine à ceux qui tuent l'autre, ça va partir en couille. Surtout qu'il n'y a pas assez de niveau de sécurité. Au bout d'un moment, Misa Storm, il dit oui...
la sécurité, c'est pas foufou, il y a 200 gardes pour 1000 pèlerins, voilà, c'est un débordement, on est cuit. C'est gilet jaune dans le Blackwell. Donc c'est la merde. C'est vraiment la merde. Mais la mafia va régler ça. Et Morena, si tu veux pas jouer le jeu, ils envoient les 2 gardes du corps, dont un petit blond, qui est justement la personne qu'on va voir dans ce chapitre d'aujourd'hui, puisqu'il va se pointer directement pour aller chercher Morena, et sur le chemin, et c'est un scan de combat. C'est hyper cool ça. C'est sympa, on a un peu de combat, et ce garde a un naine qui lui permet notamment de transformer certaines choses du quotidien, des armes et autres, en animal. Mais quand ils sont transformés en animaux, ils conservent leur utilité principale. On l'a vu dans le dernier chapitre du Hunter x Hunter 390. Genre, il y a 2 gardes qui ont des mitraillettes, et lui, il fait un coup de naine, et les mitraillettes se transforment en serpent. Mais le serpent garde la capacité de la mitraillette, c'est-à-dire que le serpent se tourne vers le possesseur de la mitraillette, et il lui tire dans la gueule. Bim bada boum, et salam alaikum. Il continue sa traque. J'ai pas les dialogues pour l'instant, mais quand on voit l'image, et il tombe en suivant une personne qu'il a, je crois, reconnue grâce à une caméra, sur un garde de Morena qui veut l'attaquer de dos. Garde de Morena parce qu'on voit un petit flashback et le mec voit Morena. Il a déjà une capacité de naine puisqu'il va tenter directement de tuer ce membre de la mafia. Il n'y arrivera point parce que l'autre, plus malin, avait déjà transformé les oiseaux en alentour en menottes, ou peut-être l'inverse, et que donc l'oiseau reprend sa capacité de menotte, lui prend un bras, l'autre bras, clé de bras, et ça lui est retourné directement dessus. Nous avons également 2 subalternes de ce membre de la mafia, qui transforment les armes en animaux et les animaux en armes, dont un qui maîtrise le sang, qui va envoyer des petites pastilles de sang un petit peu pour repérer, à mon avis, où est Morena, parce que voilà, on a tout un étage à fouiller. Faut qu'on aille vite, parce qu'on a des patrons, c'est des mafieux, ils sont très certainement méchants et pas très gentils. Voilà pour l'étendue de ce chapitre. D'une manière plus globale, l'arc du Blackwell repose sur la collaboration. C'est l'un des premiers arcs, même dans Hunter x Hunter on parle beaucoup de collaboration. Mais là c'est un arc qui va sur la collaboration et qui est teinté de réalisme. Le réalisme, c'est le style de Victor Hugo, c'est l'obsolescence l'abondance du détail. Tu vas lire L'Assommoir ou Le ventre de Paris de Victor Hugo, frérot. C'est un bouquin de 500 pages. Pendant 30 pages, il va te décrire une vieille shop du sud de Paris. L'odeur, la teinte des murs, les gens qui y sont, pourquoi ils y sont, quel est le tenancier, ce que mangeait sa daronne à midi. On va loin dans le détail. Et à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait pas de caméra, donc les mecs, voilà, quand ils faisaient du réalisme, les Victor Hugo et tout, ils... Honoré de Balzac, faut le bouffer, tu vois. Tu vas petit bout par petit bout, et à la fin, tu commences à apprécier ce genre de détails. Parce que c'est très immersif. Parce que c'est un véritable témoignage d'une époque. Et quand tu passes outre le mur de te gaver de détails qui peuvent te faire perdre le fil de l'histoire, tu vas commencer à apprécier, si tu es un petit peu initié, à peut-être la plus grande sensibilité de notre espèce humaine, et de la manière à retranscrire une époque, un contexte et des émotions. Et si un temps soit peu tu fais l'effort de lire et de relire cet arc du Blackwell, tu vas te rendre compte que dans le style littéraire, bien que ce soit manga et pas la littérature, on est là-dedans. Et cette abondance de détails, tu l'as dans Hunter x Hunter. Il y a certains personnages, ils vont faire des déductions sur 3 pages. Au final, tu te rends compte que c'est faux. Mais c'est ça la vraie vie, frérot. La vraie vie, c'est pas Death Note, c'est pas Kira. Tu avais prévu de cacher ton Death Note dans un vestiaire, donc j'ai changé la page. Ah, mais j'avais prévu que tu pensais que j'allais changer la page, donc j'ai changé la page avant toi. Fin de Death Note. Death Note, c'est ça. Hein. Je t'ai vu. Non, c'est moi, je t'ai vu. Ah, mais moi, je t'ai vu. C'est cool, c'est simple, mais ça t'amène pas, ça te transcende pas. Là, dans Hunter x Hunter, tu as énormément de réflexions qui sont données, les gens vont gueuler, ouais, il y a trop de réflexions, patati patata, moi je m'attendais pas à ça, je veux du combat, nanana. Mais ça rend tellement réaliste le propos. T'es tellement plongé dedans. T'as tellement l'impression, l'auteur te respecte en fait. Pour une fois, dans un manga, l'auteur te respecte. Il n'y a pas de comme par hasard. Si Kurapika rencontre le 14e prince Wafuru, c'est pas pour rien.
c'est pas juste pour le mettre dans la merde. Il t'explique avec détail pourquoi Kurapika a répondu à cette annonce. Parce qu'il voulait se rapprocher de Serenich et que le prince le plus proche de Serenich, c'est Alkenberg. Si la princesse, la daronne du prince Wafuru, a fait cette annonce de cette sorte, c'est qu'elle aussi voulait quelqu'un qui soit intéressé par Rukenberg parce que lui-même, dans l'état de caquin, est un putain de révolutionnaire et que potentiellement, c'est un des enfants qui était le plus sujet à des assassinats. Et donc, si elle recrute un assassin, elle peut faire un business avec lui et avoir une monnaie d'échange. Je te rapproche d'Alkenberg et toi, tu me protèges. C'est ces deux raisonnements-là qui font que les deux personnages se croisent. Tu te rends même pas compte à quel point le mec détaille ces choses. Je te dis honnêtement que, à mon avis, l'auteur, il a ça de pavé et il te les condense dans 19 pages pour que tu aies l'arc le plus logique possible. Et dans cette logique extrême, il y a la collaboration, qui est très certainement une des choses les plus compliquées, que ce soit dans le monde d'Hunter x Hunter ou que la nôtre. Une bonne relation dans une entreprise, c'est crucial. Si tu veux monter une boîte, si tu veux monter un business, si tu joues un match de foot et que tu joues dans une équipe de foot, la collaboration, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à réaliser en fait. Et dans cette collaboration, tu as plusieurs choses qui sont données. C'est que tu as des gens qui vont être orientés vers l'objectif. La fin justifie les moyens. Et il y a des gens qui vont être orientés par la manière dont on y arrive. Et la première confrontation qu'on a dans cet arc du Blackwell, c'est Hisoka contre Kuroro. Parce que Kuroro, qui a couru pour aller choper des capacités de Nen et affronter Hisoka, il va voir Hisoka et lui dit: frérot, je vais te dire l'intégralité des capacités de Nen que j'ai reçues et la manière dont je les utilise avec mon bouquin pour rééquilibrer le combat qui est pour toi perdu d'avance, parce que moi j'ai prévu le combat et toi t'es venu sans te préparer. Auquel cas Hisoka dit: RAF, moi je veux que tu te battes contre la mort. Et Kuroro lui répond: oui, mais le design, l'esthétique, la manière d'y arriver est importante. Donc Hisoka, côté objectif, on se tue. Kuroro, le design est important. Puisque j'ai un avantage de toi, je dois le rééquilibrer en te disant toutes mes capacités. Et en expliquant notamment qu'une de mes capacités, c'est une capacité de Nen après la mort, donc c'est chaud. Et là, Hisoka, il se vénère. Et là, il comprend qu'il est un peu dans la merde. Mais voilà, les gens ne se comprennent pas. Et tu vas l'avoir directement dans le flashback de Kurapika, quand Kurapika explique sa nouvelle capacité de Nen. Tu sais, le petit dauphin avec une aiguille, il peut aller choper le Nen de quelqu'un et le mettre à quelqu'un d'autre. Son maître lui dit: attention, dans le flashback du tome 35. Fais très attention parce que tu vas devoir un jour collaborer. Et je sais que tu as un objectif très précis qui est de tuer la brigade fantôme. Je sais que tu veux aussi le faire tout seul. Parce que tu es orgueilleux. Donc choisis bien ton réel objectif. Est-ce que c'est de tuer la brigade fantôme ou est-ce que c'est de le faire seul? Et si tu te trompes, donc la fin justifie les moyens, ou l'esthétisme, le chemin qui me permet finalement d'aller à mon objectif est plus important. Donc Kurapika garde un doigt de libre pour pouvoir un petit peu réfléchir à cette option, parce que son maître lui dit: de toute façon là tu vas pas pouvoir capter ce que je te raconte, il te faut l'expérience du combat pour comprendre que la collaboration c'est important. Et Kurapika développe cette capacité dans le cas où elle changerait d'avis dans le futur, et c'est ce qui se passe, et qu'elle ait besoin de la collaboration. Il a besoin de la collaboration, de la façon là où il est, son but c'est de faire de la collaboration. Mais c'est pas fini. On a également Mizui Storm qui demande à Kurapika de regarder qui est le traître du Shunishin à travers la pendule. Et quand Kurapika dit: mais Storm, est-ce que tu vas le dire aux autres membres du Junishin, parce que chacun va parler de sa capacité, il va dire non, parce que même dans le Junishin, certains sont attachés à l'objectif, c'est-à-dire trouver le traître, et ils vont valider ma décision, d'autres vont s'attacher à l'esthétisme et à la forme. Tu nous as menti, Mizui Storm, pour trouver le traître, et ce qui est le plus important, c'est que tu nous aies menti. Et qu'on ait dû tous dévoiler nos capacités de Nen, alors que tu savais pertinemment qu'il y avait un traître. Et ça va être que ça, dans l'arc d'Hunter x Hunter. Est-ce que je vise l'objectif, ou est-ce que je vise la solidarité du groupe, pour pouvoir atteindre mes objectifs? Et si tu regardes dans ton soit peu l'œuvre et les différents chapitres, avec ce regard-là, tu verras que c'est une des choses les plus complètes qu'un auteur ait voulu nous transmettre. Et là, je te parle de manga ou de toute œuvre confondue. Voilà pour ma première vidéo sur les spoils du chapitre 391 de Hunter x Hunter. C'est le petit déj là. Mais si tu as capté un petit peu ce que je raconte et que tu veux savoir la suite,
Rendez-vous ce week-end pour une analyse encore plus détaillée. Allez, ciao les gars. Bye bye bye.